Jungle. Bonjour, bienvenue sur Kansei, homme d'affaires français et collectionneur. Alain-Dominique Perrin nous reçoit aujourd'hui au château La Grézette, dans la région de Cahors, pour faire découvrir son Malbec et également, surtout, la rénovation extraordinaire d'un château du XVe siècle. Bonne découverte. Audio Jungle. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur Perrin. ça va? Très bien, merci. Vous-même. Asseyez-vous. Merci. Waouh, quel privilège. Non, c'est pas un privilège, non, je vous reçois chez moi, c'est pour moi le privilège. Merci. Effectivement, donc nous nous retrouvons ici donc, au château La Grézette que vous avez acheté en 1980. 80, je l'ai visité en 79 et je l'ai acheté janvier 80. Monsieur Perrin, homme d'affaires, collectionneur. Votre histoire, en fait, quartier, vous êtes en quelle année? Qu'est-ce qui se passe? Le quartier, ça démarre en 1969, après mes études. Et j'y ai fait toute ma vie. J'en suis resté le patron, je résume, j'en suis resté le patron jusqu'en 1998. Après, je suis parti m'installer à Londres pour diriger le groupe qui possède quartier, le groupe Richemont. Et je suis resté en Angleterre 9 ans, où j'ai passé d'ailleurs des belles années. Et puis après, j'ai pris ma retraite, ma demi-retraite. Et je suis allé m'installer en Suisse, où Richemont a été transféré à la fin des années 90-2000. Car Richemont était coté à la Bourse de Londres, et maintenant Richemont est coté à la Bourse de Zurich. Le luxe a changé aujourd'hui? Oui, il a grandi surtout. Le luxe, je dirais que le luxe, c'est franchement une invention française. Les Italiens diront que c'est pas vrai, mais moi je vous dis que c'est vrai. Le luxe démarre un peu, je veux dire, sous Louis XIV. C'est Louis XIV le premier qui a vraiment impulsé, je dirais, dans la société française, cette notion du luxe liée directement à la création. Parce que le luxe est bien gentil, le luxe, tout le monde dit, le luxe c'est ce qui est cher et tout, c'est pas vrai. Le luxe c'est ce qui est créé. C'est ce qui est créé mieux que celui du concurrent. Et à l'époque, la création française était meilleure que la création italienne. La création italienne a atteint son apogée au moment de la Renaissance, 14e et 15e siècle. Donc là, on est dans un univers du 15e. Là, on est dans un univers du 15e, 14 et 15e d'ailleurs, et même 16e. Parce que un château, ça ne s'est pas fait en 3 ans, ça s'est fait un peu en 3 ans, un peu en 15 ans, un peu en 100 ans, un peu en 200 ans. Tout au fil du temps, les châteaux se modifiaient. Et souvent d'ailleurs, dans des châteaux de ce type-là, ils se mettaient à la mode de l'époque. Donc c'est pour ça que dans les châteaux, vous avez une telle évolution de l'architecture. Et on voit les époques. Par exemple, ce château a été construit au début en 1430. C'était ce qu'on appelle une maison forte, avec 2-3 tours. Et puis la Renaissance est arrivée. Donc ils ont ajouté, il y avait 2-3 tours, ils ont ajouté 2-3 tours encore. Et surtout, il y a une tour hexagonale, qui est la tour qui contient l'escalier en pierre, qui est un escalier en colimaçon, qui monte de bas en haut, 20 mètres de hauteur quand même. Et cet escalier en colimaçon est typique de la Renaissance. D'accord. En l'occurrence, ici, c'est une dame aussi qui tenait... C'est une dame qui tenait d'une main de fer. Alors la plus célèbre, c'est Marguerite de Massot, qui a tenu d'une main de fer ce domaine, ce château, et qui a développé le vignoble. C'est elle qui a développé le vignoble, qui existait déjà. Elle l'a développé et elle en a fait un vignoble connu et célèbre à l'époque. Apparemment, elle faisait des bons vins, et notamment, elle vendait beaucoup de vins à la Russie et à l'Angleterre. Et le document qui est ici, je regardais avant que vous arriviez, là j'ai un bouquin sur les vins italiens et un bouquin sur la Grézette. Ce document-là, c'est le facsimilé d'un document original, c'est le document des vendanges à la Grézette de 1503. Voilà, donc c'est bien la preuve qu'on est probablement un des plus anciens châteaux de vin en France. C'est un bel endroit et c'est un endroit très convivial. Mais bon, le château, il y a d'autres choses à voir quand même, hein. Ça mérite une promenade. On y va? Si vous voulez. Ici, comme vous le verrez très souvent dans ce château, parce que c'est notre volonté, alors c'est en tout cas la mienne, vous avez un mélange de meubles anciens, d'objets anciens intéressants et d'objets contemporains, et permanents. Et ça coexiste, à mon avis, très bien.
vous avez devant vous là, la fameuse cocotte de César. Hein, puis ici, vous avez une armoire flamande du XVIIe. Vous aviez une relation particulière avec César. Ouais, César, c'était plus que particulier, c'était vraiment comme mon frère. Je dirais, on a vécu ensemble pendant, je sais pas, 20 ans. Et César est probablement le sculpteur français de la fin du de la deuxième moitié du XXe siècle. Je dirais, c'est le maître, c'est le sculpteur le plus important. Voilà, alors ici c'est un autre salon, on l'appelle le salon de musique, parce que comme vous pouvez y voir, il y a un piano, et c'est là où mes enfants, en tout cas, jouent. J'ai un de mes fils mon fils qui est extrêmement musicien, qui compose, et qui a passé des heures et des heures ici, et c'est quand même amusant. Il s'est mis au piano un jour, parce que je suis très ami avec Elton John. Elton était là pour quelques jours, et Elton, quoi qu'il arrive, où qu'il soit, il fait 2 heures de piano tous les matins. Donc Elton s'est installé là vers, je sais pas, 10 heures, pour jouer au piano. Et mon fils, à l'époque, devait avoir genre 7 ans, 6 ans, sans rien dire. Il a ouvert la porte, il n'a rien dit, il s'est faufilé, et il s'est mis derrière Elton. Et Elton ne s'est aperçu qu'il était là qu'au bout de, je sais pas, une demi-heure. Et donc, il a été très gentil avec lui, il lui a dit « mais tu veux que je te montre des trucs ?» Et Elton a commencé à faire jouer mon fils. Et voilà comment mon fils est devenu musicien. Ça l'a complètement embarqué, je dirais. Ce qui est intéressant, ce sont ces tableaux que vous appelez des tableaux de perspective. Alors ça, c'est un tableau du XVIIe, c'est ce qu'on appelle une perspective. C'est un des grands maîtres de la perspective, il s'appelle Antony Delorme. Alors la perspective, c'était un travail ce qu'on appelle un travail d'atelier. Les grands peintres de l'époque avaient des ateliers avec des étudiants. Ils en avaient entre 3 et 30. Hein. Lui, je pense que c'était un gros atelier. Et par exemple, le maître Delorme demandait à ses étudiants de faire une perspective. Ça, c'est pas un truc qui existe, c'est totalement imaginaire. Toutes les perspectives du XVIIe, il y en a plein, sont quasiment toutes imaginaires. Donc, voilà, c'est un magnifique travail de perspective, mais c'est les étudiants qui l'ont fait. Et le maître, toujours quelque part, signait son tableau en intervenant dans 2 ou 3 endroits. Et là, il a fait le lustre, si vous le regardez de très près, c'est juste une merveille. Et il a fait ce groupe de mousquetaires. Ce groupe coloré ici. D'ailleurs, vous remarquez que le seul endroit où il y a du rouge et de la couleur, c'est là. Et ça, c'est le travail du maître. Bon, si vous voulez, on va passer dans un endroit... On peut aller voir la salle. Oui. Ça, c'est un endroit assez magique. Alors voilà la fameuse salle d'armes, la salle des hommes. La salle des hommes. C'était là où les hommes se réunissaient quand ils revenaient d'une bagarre ou d'une guerre ou d'une croisade, quand ils revenaient, parce qu'ils ne revenaient pas toujours. Et vous avez là Madame Marguerite de Massot, c'est elle. La voilà. Entourée de son mari ou de ses frères, j'en sais rien, qui sont des croisés. Vous avez cette croix qui est l'insigne de la croisade. Hein. Donc on sait que c'était des croisés. Vous savez, quelque part, les grandes familles, ils partaient aux croisades. Pour eux, c'était pas uniquement un acte de bravoure. C'était une jolie balade avec les copains. Et là, vous avez la devise du château, qui est la devise de la famille de Massot, qui est Dame Honneur. Mais vous remarquez qu'à l'époque, ça s'écrit Dame Honneur, H-O-U-N-E-U-R. Voilà. Pour échapper aux Indiens. Alors les Indiens, je vous montre les Indiens. À l'époque, on est autour des années 1510, 1520, 1530. C'est l'époque de François Ier et après d'Henri IV. Et c'est aussi l'époque absolument magique du retour de la conquête de l'Amérique, de la découverte de l'Amérique. Une de leurs distractions favorites, qui moi me plaît pas beaucoup, mais enfin c'est comme ça, ils rapportaient des Indiens. Ils rapportaient des Indiens pour les montrer. Ils les montraient dans des foires, dans des marchés, et ils faisaient payer pour voir l'Indien. Et c'était tellement à la mode, les Indiens, c'est tellement remarquable, que beaucoup de décors, de châteaux, d'églises, et de forteresses et de je ne sais quoi, même de couvents de cette époque montrent les Indiens. Et ici, vous avez un mélange de paysans et d'Indiens. Là, vous avez paysans, Indiens. Cette pièce est intéressante parce que vous avez des meubles de toute l'Europe. Et je collectionne les beaux meubles de haute époque. D'ailleurs, ici, vous n'avez que de la haute époque.
Et j'ai trouvé ce meuble absolument magnifique, qui est un coffre religieux. Il est français. Il est vraisemblablement de 1490-1500. Il a été vu, expertisé et tout. Et pour l'instant, on en connaît un autre qui est au musée de Cluny. Et l'autre, il est ici. Donc je suis très fier d'avoir ça. C'est très beau. C'est absolument français. Et ce qui est quand même rigolo, c'est que c'est français, mais que je l'ai trouvé dans le nord de l'Angleterre. Alors ce qui nous fait réfléchir, c'est que ça fait... Les Anglais, c'est nos potes. On n'arrête pas de se foutre sur la gueule depuis des années, mais c'est quand même nos amis. Et on se fout sur la gueule au rugby, on se fout sur la gueule, ils nous ont piqué Jeanne d'Arc, ils nous l'ont même brûlé. Ces salauds-là, bon, ils nous ont aussi piqué beaucoup de meubles. Et si vous cherchez de très très beaux meubles français, allez en Angleterre. Bon, on va leur piquer quelques trucs maintenant. Bah oui. Alors, Monsieur Perrin, collectionneur, passionné aussi par le vin. Bah, bien sûr, l'essentiel de ce château, c'est quand même de faire du vin. Et je suis très fier parce que non seulement il fait du vin, mais il est considéré par les critiques, par les gens du monde entier qui notent les vins comme le meilleur Malbec au monde. Je veux dire, pourquoi pas se vanter quand on dit la vérité? Oui. Quelle chance. Donc, le château La Grézette, c'est du bon vin. Monsieur Perrin, donc l'art, le vin, les affaires, le business, quels sont les ponts Oui, en fait? d'abord, le vin, c'est du business, que ce soit clair. C'est les Bordelais qui ont montré à quel point le vin, c'est du business. Et je dois dire qu'ils sont très forts. Si vous les écoutez bien, chaque année, c'est la meilleure année de la vie. Bon, c'est des rois du marketing. Mais je dois reconnaître, c'est aussi les rois du vin. Ils font des très beaux vins, très grands vins. Ils les font bien. Mais j'ai du mal à percevoir la vérité des millésimes avec Bordeaux. Donc le mieux, c'est de les goûter. C'est un peu comme les étudiants. Ils se bagarrent toujours pour que les écoles soient mieux classées l'une que l'autre et tout. Bah, les vins, c'est pareil. On attend les notes comme des idiots et comme des professionnels aussi, parce que les notes nous aident à mieux vendre aux États-Unis, en Chine, au Japon, etc. Et voilà, c'est ça la vie du vin. Il faut le prendre à la rigolade et au sérieux. Il faut le prendre au sérieux parce que c'est sérieux. Il faut le prendre à la rigolade parce que c'est pas vital non plus, quoi. Hein, c'est bien d'avoir 95 sur 100, c'est génial. Je veux dire, l'année où j'ai eu 95 sur 100, Pétrus a eu 90, ça fait toujours plaisir, 91. Mais c'est quand même de l'enfantillage un peu. Vous nous avez gentiment proposé et invité à découvrir avec vous à Paris la Fondation Cartier. Ben, je serais ravi de vous y recevoir. Alors, c'est complètement un autre univers. On y boit du bon vin, mais c'est le mien. Et je vous raconterai une belle histoire, parce que la Fondation Cartier est celle qui a déclenché en France toutes ces fondations de marques de luxe qui s'intéressent à l'art contemporain. Mais on a été largement les pionniers, les premiers, puisqu'on a 34 ans, alors que la dernière née, c'est la Fondation Vuitton, elle doit avoir 4 ans ou 5 ans. Voilà, mais ça, c'est une autre page de ma vie. Merci. Ok, merci. Merci. Audio Jungle.